Matinale. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce café sans cookies, comme nous avons baptisé ce rendez-vous, axé, vous l'avez compris, sur l'avenir de la publicité digitale dans un écosystème cookieless. Alors j'ai le plaisir d'animer cette demi-heure consacrée aux solutions alternatives déployées par Yahoo, en compagnie de Eric Maribion, qui est vice-président France, Espagne, Italie, Allemagne et aide IMIA, ainsi que Pega Mofidi, directrice commerciale de Yahoo France, et Frédéric Roy, directeur de la rédaction de CB News. Bonjour à tous. Alors, Bonjour. avant de démarrer dans le cœur du sujet, Frédéric, on va peut-être prendre le temps avec Eric de faire un petit point sur l'actualité de Yahoo, puisqu'il y a eu quand même quelques petits changements depuis ces dernières semaines. Je te laisse démarrer cette discussion avec Eric. En effet, bonjour à tous et bonjour Eric. Ce qui est vrai, c'est que ça s'appelait la société s'appelait Verizon il y a encore quelques temps. D'ailleurs, à l'époque, on aurait dû faire ce webinaire avant de devoir le déplacer. Elle s'appelait encore Verizon. Elle s'appelle Yahoo aujourd'hui. Elle se réappelle Yahoo aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Oui, bonjour Tanguy, bonjour Frédéric. Oui, effectivement, en fait, en mai dernier, on a annoncé le rachat de Verizon Media par le fonds de private equity Apollo. L'accord a été conclu et a été finalisé au 1er septembre dernier. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, il y a un nouveau nom qui est arrivé. Ce nom, c'est Yahoo. Alors, c'est pas, je vous rappelle que c'était Verizon Media était issu de la fusion de l'ancien Yahoo, on va dire, et d'AOL à l'époque, et donc c'est en quelque sorte un nouveau Yahoo. Pas mal de choses se sont passées depuis. On est en train de mettre en place une nouvelle stratégie. On devient une société indépendante. Un nouveau CEO est arrivé le 27 septembre dernier, donc ça va très très vite. 1er septembre, clôture du deal. 27 septembre, nouveau CEO. Donc c'était il y a 15 jours environ, un peu plus de 15 jours. Donc, il s'appelle Jim Lanson. C'est un vétéran du digital, de la publicité en ligne également. C'était l'ancien CEO de Tinder. Il a été également patron des activités de CBS Interactive. Il a piloté le moteur de recherche Ask.com. Donc, c'est un vétéran. Il est arrivé, donc il est en train de mettre en place la stratégie. Mais je vais revenir un peu sur qui on est aujourd'hui. Yahoo, c'est à la fois un média et aussi une société ad tech. Donc, dans la partie média, pour se focaliser sur la France, aujourd'hui, on est la 8e marque la plus visitée en France, selon Médiamétrie. On est la première marque média, puisque si on retire les plateformes, avec 27,5 millions de visiteurs uniques tous les mois. Et on a progressé de 86% depuis 5 ans. Pourquoi je dis 5 ans? Parce qu'en fait, c'est le moment du rachat où on est devenu Verizon Media. Donc, en fait, grâce à toute notre politique de contenu, on a un studio à Paris. Je salue les équipes d'Alexandre Delperret qui sont en train de travailler d'ailleurs sur les élections présidentielles avec une série d'interviews. On a réussi à revigorer la marque et surtout à avoir ses utilisateurs. Donc ça, c'est sur la partie média. Et puis sur la partie ad tech, mais on va en parler un peu plus, on a des outils à la fois de monétisation, donc dit SSP, et des outils, un outil d'achat qui est notre DSP. Donc ça, c'est aujourd'hui qui on est en France, Yahoo France. Alors en effet, la partie média, on va en parler parce que l'univers est pour le moins en train de changer, même si effectivement les décisions radicales de supprimer les cookies par un certain nombre de grands acteurs ont été reportées à date un peu ultérieure. Il n'en demeure pas moins que ces fameux cookies sont promis à disparaître. Ce qui évidemment, dans votre métier, va changer, j'imagine, un certain nombre de choses. Est-ce que, et c'est pour ça qu'on est là ce matin, est-ce que tu peux commencer à nous en dire un mot, Eric? Oui, c'est aussi intéressant de faire un petit peu d'histoire puisque il y a effectivement la décision de Google sur Chrome qui gère encore 70% des navigateurs sur Internet de repousser l'arrêt des cookies, donc de 18 mois. Donc, on est reparti sur mi-2023, mais c'est maintenant qu'il faut travailler dessus, puisque si on regarde un petit peu dans le passé, déjà en 2016, c'est Safari qui avait arrêté, puis il y a eu Firefox, c'était plus proche, c'était en 2019. Donc, en fait, ça fait déjà 30% à peu près du web qui est sans cookies, des navigateurs sans cookies, le reste est en Chrome, et donc c'est le dernier et le plus gros quand il prendra ses décisions. Et donc là, il y aura
plus de cookies tiers. Et derrière, on a également iOS 14, on a suffisamment parlé effectivement en débat, mais néanmoins dans les faits, il restreigne un peu plus la possibilité d'utiliser des ID, des identifiants avec un consentement et de manière hard, donc de manière un peu dure. Donc ça a aussi un effet sur la partie mobile. Et puis depuis le 1er avril dernier, les nouvelles recommandations de la CNIL ont eu effectivement aussi un impact sur le taux de consentement. Bref, toujours est-il que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper et pas attendre mi-2023 ces décisions de Google. Et l'avantage, c'est qu'il existe aujourd'hui des solutions, des alternatives concrètes qui sont mises en place. Et le but, c'est, comme tu parlais, c'est pas seulement les régies ou les éditeurs, c'est aussi tout l'écosystème et notamment les annonceurs, puisque c'est ça aujourd'hui qui permet d'avoir ces flux, cet apport business, ces investissements. Et je rappelle, le marketing, hein, c'est pas un art, c'est vraiment un fuel business directement dans l'économie. Et le digital étant le premier média dans sa globalité et le premier fuel de ce business. Donc, ce que je vous propose, c'est que avec Pega qui est ici, on rentre dans le détail effectivement des outils techniques, puisque c'est un petit peu technique, mais pour mettre en place et déjà tester ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché. Bah oui, effectivement. Bonjour Pega, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le concret avec vous. Alors, en fait, moi, j'ai envie de vous poser une question un peu toute bête pour commencer, mais demain, dans un monde sans cookies, comment est-ce qu'on pourra reconnaître finalement les utilisateurs et quelles sont les alternatives que vous pouvez mettre en place justement pour y parvenir? Bonjour Tanguy, bonjour messieurs et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour parler effectivement de ce sujet un peu technique qu'on a essayé de simplifier. Et de toute façon, il y aura une partie question à la fin. Donc pour répondre effectivement Tanguy, c'est vrai que sans cookies, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Eric Marie l'a mentionné. Mais il y aura toujours une partie de toutes les manières des acteurs et des utilisateurs qu'on saura identifier tout simplement parce qu'il y aura toujours des univers qui seront logués. Et c'est vrai que chez Yahoo, on a cette particularité, Eric Marie l'a rappelé, sur l'audience forte et la puissance qu'on a en étant éditeur de nos propres sites. Après, on a aussi des services, notamment Yahoo Mail et Yahoo Search, qui font qu'effectivement cette importance de log prend une part significative et qu'on se retrouve effectivement avec des données first party déterministes très importantes. Et c'est effectivement ça qui fait la différence et qui nous permet du coup de proposer aujourd'hui des solutions d'identité, de ciblage et de mesure sans cookies. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle vous apporte finalement cette partie data loguée, first party? En fait, ce qu'elle nous apporte, on va retrouver finalement des choses assez simples de ciblage, socio-démo, enfin voilà, de contextuel, ce qu'on peut retrouver assez facilement. Après, on a des ciblages qui nous sont vraiment propres et qu'on n'a que au sein de notre DSP Yahoo. Et c'est effectivement tout ce qui va être ciblage sur, par exemple, du search retargeting, donc les ciblages sur mots-clés annonceurs, du mail retargeting sur les abonnés des newsletters commerciaux, et sur du purchase receipt, donc en bon français, de la confirmation d'achat de commande. Et c'est vrai que ces différentes données, en fait, elles nous permettent de construire ce qu'on appelle un ID graph, qui est au sein de la DSP et qui a un rôle vraiment très important. Et l'ID graph, en fait, c'est une vue d'ensemble de tous les points de contact du parcours digital d'un internaute et qui nous permettent, en fait, de construire cross-canal plus de 500 millions dans le monde, plus de 6 millions pour la France de profils et qui vont vraiment alimenter tout le parcours comme on va le voir après. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez quand même illustrer exactement ce qu'est cet ID graph un peu plus Oui, précisément? oui. On simplifie parce qu'effectivement, on peut essayer d'éviter les jargons et pour rendre les choses plus concrètes. L'ID graph, c'est tout simple. C'est le matin, je me connecte avec mon appli Yahoo Météo pour voir si je dois mettre un pull ou prendre mon parapluie. C'est j'arrive au bureau et je regarde mes mails et je check un peu mes commandes Amazon quand est-ce qu'elle arrive. Enfin voilà, c'est suivre Yahoo News sur ma tablette tout au long de la journée. Tous ces différents et innombrables points de contact en fait qu'on a et qu'on mesure. Et du coup, qui permettent en fait de suivre et de créer un ID persistant au sein du web en fait. D'accord. Bon, on a bien compris que chez Yahoo, grâce à toutes ces données loguées, vous étiez en mesure de pouvoir retrouver les utilisateurs. Mais qu'est-ce qui se passe justement quand on est dans un environnement hors Yahoo et un environnement tiers? Alors la solution là, c'est quoi?
Oui, et évidemment, on ne prétend pas garder tout le monde que chez Yahoo, hein. Et effectivement, Éric Marie l'a bien mentionné, on est aussi AdTech à part éditeur, et on a cette solution d'achat qui est notre DSP, qui permet d'acheter donc sur tous les canaux, native, display, vidéo, mais également audio, téléconnecté et de OH. Et en fait, l'approche qu'on a, c'est effectivement sur tous les environnements qui sont bloqués déjà aujourd'hui, comme le disait Éric Marie, de proposer et de remplacer en fait les cookies tiers par une approche ID unifiée en utilisant justement l'ID Graph dont je vous parlais, nos data first party qu'on a évoqué et des partenaires data. Et en fait, c'est quelque chose de très concret parce qu'on l'a lancé depuis bientôt 1 an maintenant aux États-Unis et sur la zone Asie-Pacifique, ce qu'on appelait le Yahoo Connect ID, et qui est cet ID persistant sur l'open web pour reconnaître l'utilisateur utilisant notre ID Graph. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, cette solution, elle est disponible avec notre SSP, parce qu'on est aussi fournisseur de SSP pour les éditeurs et nos partenaires publishers. Et c'est effectivement l'avantage d'avoir une approche full stack SSP et DSP. Ouais. Et d'autant plus qu'en plus, grâce à cette solution, ça vous permet de toucher l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit annonceurs, éditeurs et utilisateurs. Oui, c'est exactement ça, Tanguy. C'est qu'en fait, pour les éditeurs, ça permet une solution quand ils sont partenaires avec nous pour utiliser ce Connect ID et du coup de valoriser mieux leur data first et leurs inventaires. Pour les annonceurs, pour pouvoir maximiser le potentiel de leur propre data en les matchant et une solution pour maintenir la performance de leur campagne. Et pour les utilisateurs également, de maintenir une bonne performance, enfin une bonne expérience publicitaire avec des publicités qui sont ciblées, et aussi de maintenir des contenus gratuits et de qualité en maintenant une bonne rémunération. Donc c'est des éditeurs, donc c'est vraiment une chaîne et un cercle vertueux qu'on essaye d'avoir. Bon, alors ça c'est très bien, malheureusement pour vous, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas les seuls à déployer ces nouvelles solutions. Comment est-ce que justement ID Connect se positionne par rapport aux autres innovations qui ont pu être proposées par le marché ces derniers mois? Alors, oui, c'est très bien que le marché se structure parce qu'on a effectivement tous besoin de solutions face à ces chamboulements. Et effectivement, on a vu beaucoup d'initiatives d'ID indépendants, comme vous le soulignez. Maintenant, l'approche qu'ils ont, c'est beaucoup en fait basé sur des synchronisations de cookies. Et malheureusement, avec leur disparition progressive, on peut se retrouver avec des problèmes de scale et de volume. L'avantage qu'on va avoir, nous, par rapport à ça, c'est qu'on ne part pas de zéro, en fait. C'est qu'on part déjà de notre ID Graph et des 500 millions de profils qu'on a évoqués. Donc, en fait, on a déjà une solution qui fonctionne. Après, on n'a pas du tout, très humblement, une volonté d'avoir un ID universel qui se voudrait monopolistique, mais on propose des solutions pour nos partenaires, en tout cas. D'accord. Bon, là, on vient de faire le tour des solutions que vous proposez. On connaît un peu les utilisateurs, mais que se passe-t-il justement quand, là, pour le coup, on avance dans le brouillard et qu'on n'a aucune indication sur le ciblage qu'on souhaite réaliser? Oui, Tanguy, c'est la bonne question, parce qu'effectivement, c'est là où on va avoir le cas de figure de manière très transparente le plus fréquent, parce qu'effectivement, on n'a pas du surf-logué ou des ID qui peuvent se matcher tout le temps. Et donc, dans ces environnements-là, c'est là où on a vraiment des solutions nouvelles qu'on appelait des audiences nouvelle génération, ou next gen en bon anglais. Et en fait, notre approche, c'est un peu de revisiter le ciblage contextuel qu'on pouvait connaître en allant au-delà du contenu, en tirant parti de nos signaux de data uniques qu'on a évoqués et de notre modélisation comportementale pour reproduire le ciblage sans ID cette fois, du coup. Alors ça se fait à partir de signaux bien précis. Quels sont ces signaux justement qui vous permettent de trouver ce qu'il faut? En fait, ce qu'on va prendre, c'est les données brutes de la bid request, donc de la demande d'enchère, et on va les enrichir, les nettoyer, les enrichir de données complémentaires. Donc, pour être plus précis, parce qu'on passe dans les parties un peu plus techniques, c'est de reprendre par exemple toutes les données de code postal et en fait d'enrichir autour et de retrouver les données sur l'emplacement, sur la météo, sur tout ce qu'on peut effectivement préciser autour de ça. On part aussi sur les informations autour de l'appareil, du device. Mais au-delà de ça, on va aller autour du système d'exploitation, on va aller sur le type de navigateur, la version du navigateur et toutes les données autour de l'URL. Et là, du coup, c'est toutes les informations qui seront sur le contenu. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir plusieurs types de ciblage, socio-démo, intérêt, et puis d'aller vers également le lookalike et le prédictif pour retrouver du coup ce dont on a l'habitude dans les univers avec cookies. D'accord, et comment vous faites pour catégoriser les utilisateurs en fonction des segments d'odeur, justement?
En fait, ce qui va être très important et qui est en fait le fil rouge de ce qu'on se dit, c'est notre set de data first logué. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on va utiliser comme référentiel pour améliorer en fait notre machine learning, calibrer notre modèle d'apprentissage et arriver au niveau de performance qu'on veut et de précision pour les audiences qu'on va du coup déduire, ces audiences next-gen. Et on a comparé en fait ces performances d'audience nouvelle génération avec les méthodes précédentes, et on arrive finalement à des résultats qui sont à peu près similaires. Et ce qui est déjà live aujourd'hui et qu'on peut proposer à nos clients et à nos partenaires, c'est d'utiliser des ciblages nouvelle génération sur du socio-démo et du centre d'intérêt. Et ce qui arrive courant de ce trimestre, c'est reproduire l'appartenance à des bassins d'audience lookalike et prédictifs. D'accord. Bon, tout ça, j'imagine que ça, c'est un discours qui a de quoi rassurer les spectateurs qui regardent. Néanmoins, il reste quand même une question essentielle, c'est comment on active justement ces next-gen. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, effectivement, pour que ce soit vraiment concret, nous, on a vraiment commencé par iOS 14, proposer une solution sur cet environnement-là, parce que, Eric Marie l'a dit au début, c'est là où c'est le plus prégnant, en fait, au final, aujourd'hui. Pour vous donner quelques chiffres de ce qu'on a relevé, nous, dans la DSP, on a déjà près de 70% en fait des bid requests, donc des demandes d'enchères dans la DSP qui sont sans device ID quand on est sur iOS 14. Pour mettre en perspective, on était quand même à moins de 20% dans la version antérieure, et sur Android, c'est moins de 10%. Donc on voit que là, aujourd'hui, on perd toute possibilité de travailler sur cet univers iOS si on n'a pas de solution. Et pour le coup, effectivement, on propose du coup des solutions sur ça. Et après, courant Q4, du coup, on lance les nouvelles solutions, nouvelles audiences sur Safari et Firefox, donc du coup, hors in-app, mais aussi côté web. Et après, en fait, sur la DSP, dès aujourd'hui, nos clients peuvent participer et activer une feature en fait qui est en bêta, qui permet en fait d'utiliser par défaut ces audiences-là quand on ne connaît pas en fait les audiences qu'on veut adresser, et d'étendre le ciblage à ces environnements. Et voilà, c'est la feature user type, mais vous pouvez demander à votre account manager DSP favori qui vous accompagnera là-dessus. Et derrière, on peut cibler ces audiences et également faire le reporting en différenciant les parties des audiences adressées, non adressées, et voir les performances. Ok. Ça c'est assez clair, Pega. Néanmoins, bon, là, on venait d'aborder le ciblage. Il y a d'autres problèmes qui se posent quand même, comme par exemple, comment est-ce qu'on gère le capping à travers, justement, dans un univers sans cookies. Là encore, c'est un sacré défi quand même. Oui, Tanguy. Les problèmes continuent, effectivement, une fois qu'on arrive à cibler. Maintenant, il faut qu'on arrive à effectivement garder l'expérience d'achat la plus simple et la moins intrusive possible. En fait, nous, on intègre ça dans la DSP. Et déjà depuis Q2, on a la possibilité du coup de faire du frequency capping sur du coup iOS 14 dont on parlait. Depuis Q3, on a lancé effectivement la même chose sur les inventaires web sans ID de Safari et Firefox. Et après, pour ce qui est de l'optimisation, on a en fait améliorer notre algorithme d'optimisation AdLearn qui est au sein de la DSP pour le mettre à jour et pouvoir enchérir également sur des inventaires sans ID. D'accord. Très bien. Alors, je vais quand même aborder encore une autre difficulté, et c'est une difficulté majeure, et c'est un des enjeux et des grosses interrogations des annonceurs, notamment dans les mois qui viennent. Ça concerne la mesure et comment être capable justement de mesurer finalement l'efficacité des campagnes qu'on déploie dans cet univers. Alors, même si apparemment vous développez des solutions, mais j'imagine que Yahoo ne peut pas rester non plus sans réponse par rapport à cette problématique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce que vous alliez être amené à développer? Oui, alors effectivement, la mesure et l'attribution et le tracking des conversions, c'est aussi un sacré morceau. Parce que effectivement, pour un annonceur, du coup, maintenant, c'est compliqué sans cookies de connecter en fait les différents points de contact de ces différentes actions, de ces différents devices, et de pouvoir du coup mesurer correctement ces actions. Le risque, c'est de pouvoir mesurer que par silo activé ou canal, et de plus comprendre les différentes étapes de conversion, et du coup le vrai ROI de sa campagne. On revient vraiment en arrière, quoi. Du coup, pour ça, qu'est-ce qu'on propose nous? On a déjà des solutions pour monter les conversions dans les navigateurs qui les bloquent. Sur la partie web, du coup, c'est ce qu'on appelle le Click ID.
qui fonctionne avec notre pixel pub, notre dot pixel. Concrètement, quand un utilisateur va cliquer sur la publicité, c'est un cookie first party qui est déposé cette fois-ci sur le site et qui permet de traquer la conversion. Et l'autre alternative pour les annonceurs qui le souhaitent, c'est de faire des intégrations en serveur to serveur pour du coup pouvoir traquer aussi de manière plus optimale les conversions. Donc ça, c'est pour l'univers web. Pour ce qui est dans l'in-app, du coup, on travaille avec la solution externe d'Apple pour iOS 14 qui est SCAD Network. Donc voilà, après, on propose ces solutions-là dès aujourd'hui. Évidemment, notre approche est évolutive. Il y aura d'autres solutions de mesure, nouvelle génération, qui sont actuellement en cours de développement. Certaines qui sont basées sur une approche panel, d'autres sur des approches données agrégées. Mais voilà, on suit l'évolution du marché et on travaille très fortement sur ces sujets-là. Bah, comme beaucoup d'autres acteurs, évidemment, et sans doute aussi une autre des problématiques, ça va être de pouvoir harmoniser un peu toutes ces initiatives des acteurs de la tech. Comment est-ce que vous appréhendez un peu justement les prochains mois, les prochaines semaines? Là, vous pouvez vous me répondre, Pega, mais peut-être Eric aussi. L'idée, c'est quand même pour rassurer le marché, c'est d'arriver justement avec quelque chose qui soit un petit peu homogène et qu'on n'ait pas l'impression que tout le monde part dans son coin avec ses propres solutions. Comment arriver à justement harmoniser un peu ce marché? Oui, c'est vrai que pour finir, c'est le point et l'approche que nous on a, c'est ce que je disais quand je disais qu'on n'a pas une vue monopolistique, c'est qu'on veut proposer des solutions, parce qu'on est obligé, pour nos clients et notre approche, et qu'on a cette chance et cette opportunité de pouvoir le faire avec notre data. Mais on veut surtout aussi être interopérable et que ça fonctionne avec le maximum d'acteurs du marché. Aujourd'hui, on a déjà plus d'une vingtaine d'intégrations avec des partenaires tiers, third party, qui permettent du coup justement cette interopérabilité en matchant nos user ID avec leur user ID et pour permettre du coup l'activation, la mesure de nos solutions. Et il y a évidemment d'autres intégrations qui sont en cours au fur et à mesure pour pouvoir du coup proposer le plus d'interopérabilité avec le plus d'acteurs possible. Donc nous, notre positionnement, c'est vraiment de proposer en fait des solutions pour tout le monde. On l'a vu pour les éditeurs avec le Connect ID dans les zones où c'est possible pour la réglementation. Avec pour les annonceurs, des solutions à activer dès aujourd'hui pour suivre les performances de leur campagne, le Click ID, serveur to serveur pour l'univers web ou le SCAD Network pour iOS. Et pour tous les acheteurs plus globalement, utiliser ces audiences nouvelle génération au sein de la DSP pour du ciblage, pour de la mesure, de l'attribution sur des audiences non adressables. En fait, on a vraiment cet avantage d'un walled garden, d'avoir le reach, la data déterministe, mais avec plus de transparence, puisque voilà, nos audiences sont aussi mesurées par Comscore et Nielsen. Donc venez essayer, n'hésitez pas. Vous tendez la main, c'est très bien. J'ai juste peut-être, avant qu'Eric, si vous voulez dire un mot, vous avez précisé tout à l'heure, Pega, que notamment Connect ID était d'ores et déjà opérationnel aux États-Unis, c'est ça? Et qu'en Europe, c'était pas forcément possible en l'état à cause de la réglementation, mais est-ce qu'il y a une chance à ce que ça peut malgré tout changer, ça ou pas? Comment est-ce que vous voyez C'est pour Eric Paris ou c'est pour moi du coup Je vais prendre pour l'instant le Connect ID, donc effectivement c'est Amérique du Nord et aussi un peu en APAC, dans la zone Asie-Pacifique, pardon. Donc on va voir sur des zones comme l'Europe ou le Brésil comment ça va évoluer. Ce qui est important, et pour revenir un peu toute cette discussion où on voit les grandes masses, c'est ce qui a changé en fait, c'est qu'avant c'était un peu marginal, on va dire l'inventaire sans cookies, et donc finalement il n'y avait pas de solution qui a été développée. Ce qui a changé, c'est qu'avec cette annonce qui a finalement été décalée de Google donc à 2023 récemment, en fait on va pouvoir adresser les 30% dont je parlais, mais aussi, et Pega l'a montré concrètement, tout ce qui est iOS 14, puisqu'on voit bien dans nos chiffres que il y a eu un changement considérable de ce qu'on pouvait suivre. Et donc, c'est vrai, pour répondre à ta question sur l'harmonisation, oui, donc nous, on est ouvert, transparent, c'est notre marque de fabrique. Mais en revanche, oui, pour les annonceurs, pour les agences, il va falloir faire preuve de souplesse, d'agilité pour tester maintenant sur l'inventaire sans cookies les solutions dont Pega a parlé, mais également continuer, j'allais dire, la méthode old school qui est aujourd'hui le gros du business. Mais c'est cette partie où effectivement, il va falloir faire les deux pour à la fois être prêt, mais surtout maintenant, c'est qu'on peut mieux optimiser cet inventaire, qu'il soit mobile ou qu'il soit web, qui n'a pas de cookies. Je pense que c'est vraiment ça qui a changé sur cette année 2021
avec une annonce finalement décalée, mais qui est une annonce structurante. De toute façon aussi, pour dire que c'est pas, on parle d'un acteur, mais que ça soit les législateurs et les consommateurs veulent plus prendre le contrôle de la confidentialité. Donc et on voit bien que les marques aussi sont dans ce mouvement. Donc le mouvement, il est réversible et autant le préparer dès maintenant et avoir un impact business, notamment on est mi-octobre, on voit bien qu'on rentre dans le gros de la saison en termes de communication. Alors, j'ai une dernière question qui me vient maintenant en vous écoutant, mais Google a décalé effectivement à 2023 la disparition des cookies tiers. Imaginons que il le décale encore une fois après. Enfin, rien ne dit finalement que tout ça est figé. Donc, j'imagine que ça impose aussi pour un acteur comme Yahoo d'avoir un tout petit peu de souplesse sur finalement les pièges qui peuvent être que vous pouvez retrouver sur votre route de la part de Google. Enfin, je ne peux pas forcément appeler ça forcément des pièges, mais enfin, rien ne dit que ce qui est annoncé aujourd'hui sera effectif en 2023 complètement. Tu as tout à fait raison, c'est l'agilité, la souplesse dont je parlais, qui est valable pour nous, mais également pour l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est ça qui est, nous on l'a vu, on a les deux solutions, on peut évoluer, on continuera à évoluer, c'est essentiel, hein, c'est ce qu'on appelle un pure player, on va revenir à un pure player, doit accompagner les évolutions technologiques, en l'occurrence ici c'est plutôt législatif, mais également du consommateur. Enfin voilà, si on est un média, c'est parce qu'on est utilisateur. Enfin, on va revenir sur qui on est, quels sont nos gènes, et donc le marché aussi va devoir s'adapter. Donc l'avantage c'est qu'aujourd'hui on est prêt, donc on le saura a priori plus tard, que ça se décale un peu, parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que ça soit une évolution de décision hybride avec des contraintes, on va dire des contraintes ou des seuils qui arrivent. Sachant qu'il ne faut pas oublier c'est vraiment le consommateur qui évolue sur nous tous, hein, individuellement, sur le contrôle de nos data. Donc, c'est quand même, ça va dans le bon sens, tout ça. Après, que l'écosystème et le marché s'adaptent, c'est bien sûr. C'est dans l'ordre des choses, c'est normal. Très bien. Écoutez, merci à tous les trois. Nous avions prévu de pouvoir répondre à quelques questions si jamais l'audience souhaitait avoir des précisions. J'en vois pas forcément. Attendez, hop. Excusez-moi, je lis en même temps. En l'absence des cookies et donc d'outils de collecte de validation à l'entrée des sites, par exemple, comment prouver à l'internaute que ces données de navigation et autres seront connectées dans le respect du cadre légal? Effectivement, c'est un peu ce dont on vient de parler. Vous voyez le message, Eric, ou pas? Oui, je le vois. Très bonne question. C'est d'où des institutions comme la CNIL en France, mais également de Privacy Commission qu'il y a dans les différents pays, il y en a en Allemagne et en Irlande, en Angleterre, partout en Europe, qui sont là pour justement gérer à la fois les plaintes des utilisateurs quand ils se sentent traqués alors qu'ils n'ont pas donné leur accord, et également faire des vérifications. On l'a vu dans la communication de la CNIL qui a énormément évolué récemment pour expliquer justement les contrôles qu'ils font sur les sites en permanence, les demandes de correction, etc., etc. Donc en fait, il y a également la possibilité en tant qu'individu sur le site de la CNIL de faire des demandes particulière. Donc ça, on le voit depuis 2021, on l'a vu pas qu'en France, parce qu'en France, on voit beaucoup la CNIL, mais dans les autres pays et pour être sur d'autres régions, ces commissions ces institutions sont beaucoup plus actives, beaucoup plus réactives, ont mis beaucoup plus de moyens, également en technicité, en compréhension des interfaces, etc. Et c'est ça qui va être le juge de paix. Ok. Donc c'est en cours et le travail est bien fait. Le travail est bien fait. Écoutez, moi je propose qu'on termine là-dessus. Si le travail est bien fait et il y a beaucoup de travail qui reste à faire, donc je vous encourage
à aller vers justement Yahoo pour ceux que ça intéresse et qui voudraient avoir quelques informations complémentaires sur justement les solutions qui vous ont été présentées ce matin. Merci beaucoup Pega, merci Eric et Frédéric. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation à tous dans cette aventure en direction d'un monde sans cookies. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée.